Madame, Messieurs, bienvenue à votre magazine des questions environnementales et développement durable. RDC Environnement commence avec la Commission internationale du bassin Congo Ubangi-Sanga Sikos, chef de file du consortium en Afrique centrale pour la mise en œuvre du programme continental global monitoring environnemental and security and Africa. Entendez, programme de surveillance de l'environnement mondial et la sécurité et l'Afrique jeunesse and Africa en sigle. Dans sa thématique gestion de l'eau et des ressources naturelles, qui a organisé mardi 28 septembre 2021 un atelier national de sensibilisation des décideurs de la République démocratique du Congo. Cet atelier, Madame, Messieurs, qui s'inscrit dans le cadre du résultat 4 portant sur la sensibilisation et le renforcement des capacités des décideurs et de parties prenantes, a constitué une étape capitale dans la mise en œuvre de Jeunesse and Africa. Reportage de Jocelyn Baba Lomba et Céline Bumba Angelani. Plus d'une dizaine de participants a préparé à cet atelier national de sensibilisation des décideurs sur les résultats du projet Jeunesse and Africa SICOS sur la gestion de l'eau et des ressources naturelles du bassin du Congo. Ces travaux d'une journée ont réuni plusieurs experts et de structures environnementales nationales et internationales qui interviennent dans le secteur de l'eau. Ces assises organisées par la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi-Sanga Sikos, étaient l'occasion pour les parties prenantes de la RDC, pays bénéficiaires de ces programmes, de s'approprier les résultats qui contribuent à une meilleure prise de décision dans la mise en œuvre des politiques de gestion de l'eau et des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Depuis un laps de temps, ce projet a développé les applications sur les smartphones afin d'assurer la bonne gestion de l'eau et des ressources naturelles grâce à l'observance satellitaire. L'objectif de cet atelier est d'amener les décideurs et parties prenantes que vous êtes à prendre conscience de l'intérêt et la pertinence des services et produits développés par notre consortium, mettant en exergue les applications pratiques de l'observation de la Terre sur le terrain, pour vous permettre de prendre de bonnes décisions dans la mise en œuvre de politiques de gestion de l'eau et des ressources naturelles. Toutes ces données spatiales collectées ont un impact positif au niveau local. Louis Lungu Maluti, représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a ouvert et a clôturé ces travaux, a indiqué que l'importance d'une bonne gestion des ressources naturelles du Congo démocratique devait pousser les uns et les autres à considérer l'apport des technologies spatiales. Les phénomènes météorologiques extrêmes, les changements climatiques, la dégradation des terres, les sécheresses, les inondations affectent négativement la planète. L'Afrique connaît particulièrement certaines des conséquences les plus graves sur ces écosystèmes, sur ces systèmes de production et finalement sur le développement socio-économique de ses habitants. La RDC, notre pays, dont nul n'ignore les rôles prépondérants dans l'équilibre de la biodiversité mondiale, n'en est pas épargné. C'est pourquoi, afin d'améliorer les conditions socio-économiques de la population par le biais de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, la préparation face aux catastrophes et la réduction des risques, l'Afrique, à travers le programme GMES and Africa, utilise l'Observatoire de la Terre et les technologies satellitaires pour générer des produits et services d'information visant le développement socio-économique de ces populations. En d'autres termes, l'importance d'une bonne gestion des ressources naturelles de notre pays devrait nous pousser à considérer l'apport des technologies spatiales comme indispensable. Motif de satisfaction de différents participants à ces assises quant aux résultats réalisés ainsi que les applications développées pour le suivi des ressources en eau dans le bassin du Congo. Et à travers cet atelier, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que SICOS fait de grandes réalisations, surtout en ce qui concerne la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Et surtout les outils qu'ils ont utilisés, les applications qu'ils ont utilisées pour suivre
la gamme de ressources naturelles, poursuivre la gestion de l'eau, vraiment c'est quelque chose de très pertinent pour l'Afrique. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Qu'à travers les applications qu'ils ont mises en place, on peut collecter beaucoup d'informations et ces informations peuvent être utilisées par les décideurs qui peuvent prendre une décision appropriée en ce qui concerne la gestion durable de l'eau et des ressources naturelles. C'est vraiment un pari important qui doit être gagné pour l'Afrique surtout, et surtout qu'il y a déjà 9 pays africains qui ont déjà adhéré à cette gestion, à la problématique de la gestion de l'eau et des ressources naturelles. À travers toutes ces applications, le ministère a un souci de connaître les stocks de ressources halieutiques, surtout que nous avons le complexe Bangui-Sanga qui regorge de beaucoup de ressources halieutiques. Et il y a beaucoup d'utilisateurs de ces ressources halieutiques. Et le problème de gestion des ressources naturelles se pose aussi pour le poisson. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de communautés de pêcheurs qui sont au long de l'Ubangui. Et ces communautés de pêcheurs arrivent souvent à utiliser des méthodes qui ne sont pas appropriées pour garantir la survie, je peux parler de la survie des poissons, pour garantir la gestion durable des ressources. Alors, à partir du moment où la SICOS a mis en place aussi un programme de sensibilisation, ça permettra en fait aux communautés de pêcheurs d'adopter un comportement responsable pour gérer de manière responsable aussi les ressources halieutiques qui sont bien sûr dans le panier de ressources naturelles. Nous sommes très satisfaits de ces résultats du fait que ça enclenche la possibilité à nous utilisateurs de pouvoir accéder aux données, parce que les données sont la base qui nous permettent de pouvoir prendre de grandes décisions sur la gestion des eaux dans nos installations, surtout en ce qui concerne la gestion des laitillages, parce que il faudrait que la population sache ou même que tous les utilisateurs sachent manipuler ces données et pouvoir les rendre utiles pour l'exploitation. Nous avons les impacts ce qui impacte le plus notre exploitation, c'est le charriage des sédiments. Et il faudrait qu'avec, sur base des données qui sont mis à notre disposition, prévoir, faire des projections pour pouvoir mieux gérer nos machines, pour que ces sédiments ne puissent pas causer de problèmes au niveau de l'exploitation. Les projets Jeunesse and Africa, sous la supervision de la SICOS, visent à réduire, voire éliminer l'écart entre les continents africains et le reste du monde dans la maîtrise de technologies liées à la surveillance mondiale de l'environnement pour la sécurité. La lecture qu'il faut faire sur cet atelier de sensibilisation des décideurs sur le projet Jeunesse Africa SICOS, c'est de dire que là, on vient de démontrer effectivement que la vie dépend de l'eau. Nous disons que si l'eau est la vie, donc les ressources en eau sont la mère de la vie ou la source de la vie. Donc vous avez vu, c'est tout le monde qui se retrouve dans ces résultats. Tous les usagers se retrouvent, donc ça me donne envie d'être heureux parce que là, on a démontré que l'eau est à la base de toutes les activités vitales. Les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, spécialisés dans les questions de recherche sur les aspects du développement durable de l'Université de Kinshasa, a développé plusieurs outils scientifiques sur la gestion des ressources en eau et ressources naturelles dans le but de booster le développement du secteur de l'eau. Vraiment, c'est impressionnant, c'est que le travail qui a été fait, c'est qu'il y a des résultats qui ont été produits sur plusieurs aspects. Alors, nous avons les aspects d'évaluation des bilans d'eau sur certains sous-bassins du bassin du Congo,
des applications qui ont été développées, applications smartphone pour faciliter la navigation. Il y a les cartes thématiques qui ont été développées en rapport avec les occupations des sols sur la cuvette centrale. Et il y a aussi les formations qui avaient été assurées pour les professionnels, les chercheurs dans le secteur d'application des observations spatiales pour les suivis des ressources en eau. Alors, c'est vraiment beaucoup de résultats qui avaient été présentés et nous sommes contents que les participants à l'atelier ont pu s'imprégner de ces résultats et maintenant, c'est question que les participants, les parties prenantes puissent utiliser ces résultats-là dans ce qu'ils sont en train de faire comme travail. À en croire la Commission internationale du bassin Congo, Ubangi-Sanga, SICOS, plusieurs résultats sont atteints sur le terrain, comme le confirme Georges Goulemvouka, coordonnateur du projet Jeunesse and Africa et directeur des ressources en eau à la SICOS. Il y a eu plusieurs résultats. Il y a eu l'installation ou le renforcement des capacités d'infrastructure d'accès aux données. Nous avons des stations de réception satellitaires. Ici en République démocratique, plus de 3 stations de réception satellitaire installées à la régie de voies fluviales, à l'université de Kinshasa, à l'ISTA, au ministère de l'Environnement et au siège même du secrétariat général de la SICOS. Ça, c'est les résultats par rapport à l'amélioration de l'accès aux données. Et il y a les résultats atteints sur l'objectif qui visait l'élaboration des services opérationnels, dont je venais de citer l'application smartphone sur les hauteurs d'eau qui appuie les navigants. Et il y a eu le résultat atteint sur le renforcement des capacités. Beaucoup d'experts au niveau de la RDC leurs capacités ont été renforcées dans l'élaboration de la gestion des inondations, mais aussi l'utilisation des données spatiales. Et les résultats sur la sensibilisation des acteurs, c'est là où nous sommes dans le cadre de cet atelier. Dans les bassins du Congo, la République démocratique du Congo reste le pays le plus impacté par la pollution de l'environnement. Pour faire face à ces désastres environnementaux, le Congo-Kinshasa est appelé à s'approcher d'autres États afin d'éviter la pollution des eaux, comme c'était le cas des rivières Kasaï, Ubangi, Kwilu et tant d'autres. Vous le savez peut-être, la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique va se tenir début novembre prochain. Mais la santé de notre planète laisse toujours à désirer et à cause du réchauffement climatique, l'urgence climatique a été une fois de plus pointée du doigt par l'Organisation des Nations Unies ONU dans un nouveau rapport qui explique qu'il sera impossible de limiter les réchauffements climatiques mondiaux en dessous de 1,5 degrés Celsius sans une réduction massive et immédiate des émissions de gaz à effet de serre à l'approche de la COP26 de Glasgow en Écosse début novembre prochain. On apprend également que la réduction temporaire des émissions de CO2 dans l'atmosphère entraînée par la pandémie de Covid-19. Images et commentaires de nos confrères de France 24. Les rapports sur l'urgence climatique se suivent et le diagnostic est à chaque fois plus alarmant. Scientifiques et agences onusiennes préviennent, pour limiter le réchauffement de la planète, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière drastique et immédiate. Si nous échouons à atténuer le réchauffement climatique, nous risquons de faire face à des problèmes permanents pendant des centaines, voire des milliers d'années. Et les conséquences sur notre bien-être, sur l'économie, seraient bien plus dramatiques que la pandémie. La pandémie de Covid-19 et les restrictions qui en ont découlé n'ont 0,6% des émissions en 2020 par rapport à l'année précédente. Ces 7 derniers mois, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. 6 ans après l'accord de Paris, où 196 pays s'engageaient à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, l'ONU évoque un moment critique. Au rythme actuel, le réchauffement de la planète pourrait atteindre le seuil de 1,5 degré d'ici une décennie et provoquer des catastrophes naturelles plus fréquentes.
Les records de chaleur enregistrés ces derniers mois au Canada et aux États-Unis, les énormes incendies ou encore les inondations qui ont frappé l'Europe cet été sont autant de signaux d'alerte. La prochaine Assemblée générale de l'ONU qui se tient lundi et la COP26 prévue fin octobre seront des rendez-vous déterminants pour mobiliser à nouveau les dirigeants mondiaux autour de la question climatique. L'Arc de Triomphe en Pâques. Au retour au pays, faisons suite à la 5e édition de la conférence de la Fédération des entreprises du Congo FEC sur l'énergie DRC bar énergie de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga des 17 et 18 septembre 2021. Le réseau Mwangaza a tenu une conférence de presse pour donner sa version des faits sur les résolutions issues de cette conférence. Au cours de ces face-à-face avec la presse, relayés sur Zoom, les réseaux regrettent que l'énergie de la majorité des barrages hydroélectriques en cours de réhabilitation vise uniquement l'industrie minière comme client. Reportage réalisé par Ruben Mayoni Insakiyunga et Céline Bumba Angelani. Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits, article 48 de la Constitution de la République démocratique du Congo, de 2006 tel que modifié en 2011. À la faveur de l'exposé des motifs de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, l'électricité est l'un des facteurs majeurs et irréversibles qui conditionnent le développement économique, social, technologique et culturel de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les communautés et de tout individu pris isolement. Fort de ce prescrit des lois, le réseau Mwangaza veut voir le gouvernement congolais agir dans le bon sens pour permettre à la population congolaise d'accéder à l'énergie et dans les plus bonnes conditions. L'accès à l'énergie étant un droit pour tout Congolais. Faisant suite à la 5e édition de la conférence DRC Énergie organisée par la Fédération des entreprises du Congo FEC à Lubumbashi dans le Haut-Katanga les 17 et 18 septembre 2021, le réseau Mwangaza a tenu une conférence de presse pour donner sa version des faits sur les résolutions issues de cette conférence. Au cours de ces face-à-face avec la presse, relayé sur Zoom, le réseau regrette que l'énergie de la majorité des barrages hydroélectriques en cours de réhabilitation vise uniquement l'industrie minière comme client. Cette rencontre avait pour objet de nous permettre, nous du réseau Mwangaza, de réagir par rapport aux différentes résolutions qui avaient été prises lors de la conférence, la 5e conférence sur l'énergie de la FEC, qui a planché sur l'évolution du secteur énergétique de la RDC, dans le souci d'améliorer l'accès des Congolais à l'énergie, mais aussi de résorber les déficits importants en énergie auxquels est confrontée aujourd'hui l'industrie minière de la RDC. Il craint que le droit d'accès à l'énergie, conformément à l'article 4 de la Constitution sus-évoqué, reste un slogan en dépit des discours politiques, alors que des producteurs indépendants de l'énergie électrique ne prennent pas en compte le besoin en électrification des populations qui sont les grands oubliés du deal énergétique congolais. Nous sommes dans un contexte libéralisé du secteur de l'énergie et beaucoup de privés viennent investir dans les secteurs, mais ils viennent investir de manière isolée, ils identifient des sites et ils produisent de l'énergie qu'ils disponibilisent pour résoudre leurs problèmes de déficit, mais ils n'ont pas toujours ces réflexes qu'ils doivent donner l'énergie à la population parce que ce n'est pas leur objectif en fait. Ce qui devait être fait, c'est que le gouvernement devait encadrer les investissements dans le sens d'orienter tous les investisseurs et dans cette orientation, prévoir comment est-ce que même lorsqu'on produit pour satisfaire aux besoins des industriels, on peut aussi prévoir une portion de cette énergie-là pour soulager les populations qui ont besoin du courant. Parce que nous sommes un pays pauvre, nous ne pouvons pas aspirer au développement si nous n'avons pas d'énergie. C'est absurde de se concentrer uniquement sur des projets qui concernent la satisfaction des besoins des industriels et mettre de côté les besoins des populations. Depuis Lubumbashi, le coordonnateur du réseau Mwangaza a souligné que le taux d'électrification étant très faible malgré
la libéralisation du secteur de l'électricité, le cadre juridique demeure encore incomplet faute de mesures d'application. Le gouvernement devrait disposer d'une approche décentralisée du secteur et redynamiser les services intervenant dans ce secteur, à l'instar de l'ARE et l'ANSER, comme l'a d'ailleurs souligné Maître Eric Kassongo, porte-parole du réseau. Les ménages, même si aujourd'hui on minimise l'impact que l'énergie fournie aux ménages peut avoir sur l'économie nationale, parce qu'on ne fait pas assez attention, mais fournir régulièrement de l'énergie à des ménages peut permettre considérablement de booster l'économie au niveau national et de créer des richesses. Parce que la plupart des ménages, pour le cas de la RDC, presque tous les ménages, dans tous les ménages, vous trouvez des jeunes entrepreneurs. Vous voyez, les petites et moyennes entreprises naissent au niveau du cercle familial, ou à partant de celui qui fait les gaufres, ou encore celui qui fabrique, je ne sais pas moi, des pop-corn. C'est des petites entreprises comme ça qui font vivre des familles. Vous voyez? Alors, lorsqu'on donne le courant à ces gens-là, on donne de l'espoir, on crée de la richesse, on permet aux gens de faire face à leurs problèmes au quotidien. Malheureusement, ce n'est pas pris en compte. C'est là tout notre combat pour que, dans les politiques à venir, aujourd'hui, on va vous parler de l'ANSER qui est là pour booster l'électrification dans les milieux ruraux et périurbains. Mais la réalité, c'est que l'ANSER n'a pas de moyens. N'a pas de moyens de sa politique. Un autre souci du réseau Mwangaza, c'est de voir comment le gouvernement peut disponibiliser les moyens nécessaires pour, d'abord aussi au niveau interne. Parce qu'au niveau interne, il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui circule, qui est juste mal affecté. Notre souci, c'est qu'on puisse faire une réaffectation de ces fonds-là pour que l'ANSER puisse atteindre ses objectifs. D'où le réseau Mwangaza recommande au gouvernement de procéder à une meilleure planification du développement des ressources d'énergie existantes et à la réhabilitation des infrastructures énergétiques en état de délabrement. De diversifier les sources d'énergie et réaliser les mix énergétiques en se fondant sur des solutions optimisées qui mettent les besoins des populations en avant. De rendre l'ARE et l'ANSER plus opérationnels et plus dynamiques et moins lourdes dans leurs actions au plan administratif, dans leur interaction avec les opérateurs du secteur et aussi ouvrir des représentations en province et dans les entités territoriales décentralisées. Mais aussi de garantir aux populations congolaises un quota d'énergie dans la répartition de l'énergie produite par tout producteur indépendant à injecter dans le réseau public. Le réseau demande aussi au gouvernement de pousser les opérateurs du secteur électrique à vider les contentieux avec les populations locales, comme c'est le cas actuellement avec le projet Boussanga dans le Lualaba, ou encore le projet Inga, et d'autres projets hydroélectriques en cours de réalisation. Les réseaux recommandent aussi au gouvernement de veiller au respect des principes environnementaux consignés dans le plan de gestion environnementale et sociale, mais qui ne sont pas souvent pris en compte lors de la mise en œuvre des projets. Et enfin, le réseau Mwangaza demande au gouvernement d'allouer un budget conséquent lors de la prochaine prévision budgétaire pour l'électrification dédiée à la population dans chaque province dépourvue de l'énergie. Malgré les potentialités dont dispose le pays, ces dernières ne font l'objet d'aucun plan directeur pour donner de l'énergie à la population congolaise. Le gouvernement n'a pas de projet. Le gouvernement n'a pas de projet, pas seulement au niveau national, même au niveau des provinces. C'est pour ça que nous plaidons aussi pour ce que nous appelons la décentralisation énergétique, qui implique non seulement le développement des sources là où elles se trouvent,
mais aussi la capacitation des gouverneurs et des entités territoriales décentralisées pour qu'ils prennent l'initiative parce qu'ils en ont le droit. Selon la loi sur l'électricité de 2014, les gouverneurs de province, les entités territoriales décentralisées peuvent initier des projets d'électrification à leur niveau et ne pas attendre l'énergie qui viendrait des grandes lignes de Kinshasa ou de je ne sais quel coin du pays. C'est là aussi que le gouvernement, jusqu'à présent, ne fait pas son travail de faire en sorte que, au niveau de province, il y ait des initiatives qui puissent résoudre les problèmes de l'accès à l'énergie avec des sources qui se trouvent localement, mais aussi suivant les initiatives des gouverneurs et des entités territoriales décentralisées. Pas seulement pour octroyer des titres, parce que c'est l'erreur que nos gouvernants commettent. Ils pensent que lorsqu'on libéralise, on libéralise uniquement pour les privés. Alors que, au-delà d'octroyer des titres, concessions de production, concessions de distribution et tout ça, les gouverneurs des provinces, les entités territoriales décentralisées peuvent aussi produire de l'énergie. Vous voyez? Et les commercialiser, ça va booster les ressources et les revenus au niveau provincial et permettre à ce que la province puisse développer d'autres secteurs parce que l'énergie, c'est comme le pétrole aujourd'hui, c'est un produit commercialisable qui peut apporter de l'argent. Par ailleurs, le réseau note que le panel des ministres de la 5e édition de la conférence sur l'énergie DRC Énergie de l'Afrique a démontré qu'il n'y a aucune vision claire d'électrification du pays et que le portefeuille de l'État serait vide en termes de projets à déployer dans un avenir proche sur le terrain. Madame, Messieurs, restons dans les secteurs énergétiques pour parler énergie nouvelle et renouvelable. Les mixtes énergétiques que réclament les réseaux Mwangaza est une réalité dans d'autres pays qui investissent non seulement dans l'énergie hydroélectrique, mais aussi et surtout dans les énergies nouvelles et renouvelables. C'est le cas des Émirats arabes unis qui a construit en tout cas jusque-là la plus grande centrale solaire du monde. Reportage de nos confrères de TF1. À 1 heure de route du centre-ville d'Abu Dhabi, par 50 degrés, un touriste égaré pourrait croire à un mirage. Au milieu de nulle part, 8 km² de panneaux solaires. Fascinant dans ce décor désertique. Ça fait 1 km dans ce sens et 8 km dans l'autre. Et l'été, il fait trop chaud ici. C'est comme un lac au milieu du désert, c'est gigantesque. Il y a 3 300 000 panneaux solaires au même endroit. Cette centrale photovoltaïque, la plus grande du monde, a été construite en un temps record, il y a 2 ans, par 2900 employés, au plus fort du chantier. Du début des travaux jusqu'à la mise en service, il s'est écoulé seulement 20 mois. Au plus fort de la construction, on a installé 26 000 panneaux solaires en une seule journée. Aujourd'hui, la production d'électricité alimente 90 000 foyers, du lever au coucher du soleil, grâce à des panneaux légèrement inclinés d'est en ouest. Ce projet à lui seul permet d'éviter l'émission d'1 million de tonnes de CO2 chaque année. C'est comme retirer 200 000 voitures de la route. L'ennemi des panneaux solaires, c'est bien sûr la poussière, surtout ici dans le désert. Alors ici, pas d'utilisation d'eau, regardez, ce sont des robots qui nettoient avec un rouleau à sec les panneaux solaires 2 fois dans la journée. Si cette centrale vous semble démesurée, sachez qu'elle est déjà petite comparée aux futurs projets de ce pays, où le soleil brille presque 365 jours par an et où la place ne manque pas. En tant qu'Émirien, le désert est une source de fierté. Et les Émirats vont continuer à surprendre le monde avec des projets encore plus grands. Des annonces pourraient être faites lors de l'exposition universelle de Dubaï, en octobre. Une vitrine écologique pour les Émirats qui ambitionne d'atteindre 50% d'énergie d'origine renouvelable d'ici 2050. Et voici le lieu symbolique de cette exposition universelle. Nous sommes ici entourés d'une forêt de panneaux solaires, des constructions gigantesques à l'image des ambitions du pays en la matière. Et cela aiguise de nombreux appétits, notamment de la part d'entreprises françaises. EDF, entre autres, a participé à la fabrication de ce parc solaire à Dubaï, où différentes techniques se mêlent. Panneaux photovoltaïques, mais aussi concentration de chaleur grâce à cette immense tour encore en construction. Ici, des milliers de miroirs reflètent les rayons du soleil pour chauffer un liquide situé au sommet. La chaleur permet ensuite de produire de l'électricité, même la nuit. Le Moyen-Orient est vraiment le laboratoire qui nous permet de développer nos compétences.
ces grands projets-là, avec leur effet d'échelle, permettent de faire baisser les coûts et contribuent à l'accélération de la transition énergétique mondiale. Même les compagnies pétrolières se convertissent aux énergies renouvelables. Total, par exemple, est présent aux Émirats depuis 80 ans. Les réserves de pétrole restent ici gigantesques, mais la multinationale a déjà pris le virage de l'électrique. En 2013, c'est elle qui a construit la première centrale solaire du pays. Les centrales solaires qu'on voit apparaître ne seraient pas possibles sans l'argent du pétrole. Définitivement. Le pétrole contribue à financer la transition énergétique. Donc c'est pas l'un contre l'autre, c'est s'appuyer sur ses forces, sur les nôtres, sur les leurs, et développer, diversifier cette offre énergétique. Une diversification absolument nécessaire dans un pays signataire de l'accord de Paris sur le climat et où la consommation électrique par habitant est l'une des plus élevées au monde. Sachez enfin que Kinshasa va accueillir le 8 et 9 octobre 2021 au Musée national sur le boulevard Triomphal la nuit des énergies nouvelles et renouvelables. Ces assises de 2 jours vont être axées sur le thème central, l'impact de la catastrophe sanitaire sur l'action climatique, Covid-19 et CO2. Plaidoyer pour une économie de la résilience. Elle constitue donc un salon des opportunités et stratégies de développement sous-régional du bassin du Congo. Madame, Messieurs, c'est par cette information que nous bouclons complètement cette émission RDC Environnement. Vous retrouverez la semaine prochaine Ruben Mayonitia Kiyunga dans une émission qui sera consacrée essentiellement au programme de surveillance de l'environnement mondial et la sécurité de l'Afrique Jeunesse and Africa en sigle, pilotée par la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS dans sa thématique gestion de l'eau et des ressources naturelles. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur votre chaîne.